Bienvenue dans ce résumé du live du dimanche 19 mai, puisque pour être totalement transparente avec vous, mon téléphone s'est éteint au moment d'enregistrer le live, mais j'ai décidé, voilà, pour les personnes qui n'avaient pas pu être là, ou même pour les personnes qui avaient été là, mais qui n'ont peut-être pas eu le temps de prendre des notes, de vous faire un résumé de ce live. Alors j'ai pris des notes immédiatement après le live, et bien sûr, j'avais préparé le live, mais c'est pour ça que je vais vous faire ce résumé, en fait, parce que la grosse plus-value des lives, qui sont des lives participatifs, c'est justement que l'on puisse, comment dirais-je, coudre ensemble un raisonnement autour d'une thématique. J'apporte des éléments et vous venez avec vos questions, vos réflexions, et c'est ça qui fait vraiment la richesse des lives. Si vous ne connaissez pas les lives participatifs que je fais sur Instagram tous les dimanches, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Émilie Antoine de Ma Psy en ligne chez moi. Vous le trouverez assez facilement. Je vous le mets en barre d'infos de cette retranscription, si je puis dire. Alors, de mon côté, ce que je voulais lors de ce live, c'est de vous transmettre 4 idées, 4 choses à retenir. Ce que je vais faire, je vais commencer par vous donner les 4 idées qui étaient importantes pour moi de vous transmettre à propos de cette thématique du pardon, et je vais ensuite vous apporter les réflexions qui ont été apportées par les personnes qui étaient présentes sur Instagram, les questions qui ont été posées, que j'ai trouvées vraiment super riches. Également, j'avais posé la question en story sur Instagram, voilà, des gens, les personnes, ce qu'elles avaient retenu, ce qui avait été important pour elles, et du coup, ça m'a permis également, ça m'a donné une opportunité d'enrichir ce résumé de live. Alors la première chose que j'ai voulu transmettre dans ce live, c'était l'idée que pardonner, ce n'est pas oublier. Il y a énormément de mécompréhension autour de ce que c'est le pardon, et pourquoi je vous dis ça, c'est important en fait de faire la différence entre le pardon et l'oubli, c'est que si on pense que pour pardonner, on doit passer par le fait d'oublier, ce qui est impossible en fait. Si vous avez une maîtrise mentale qui vous permet d'oublier ce que vous avez décidé d'oublier et que ce ne soit pas du déni, eh bien s'il vous plaît, contactez-moi parce que je serais vraiment très curieuse de savoir comment vous faites. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'intégrer que le pardon, c'est pas oublier. Et ce que je vais développer par la suite, c'est mon deuxième point. Le pardon, c'est un processus. Le pardon, ce n'est pas oublier, c'est le premier point. Et le deuxième point, je vous le répète, pardonner, c'est un processus. Pour pardonner, retenez qu'on doit entrer dans un processus et qui n'est pas n'importe lequel. C'est un processus de compréhension. Parce que ce qu'on a tendance à faire quand il s'agit du pardon, on a tendance à entrer dans le jugement. Pourquoi on est dans le jugement? Parce que généralement, quand on a été trahi, quand on a été blessé, quand on a été affecté dans sa personne par quelqu'un d'autre, ou par une situation, on réagit avec quoi en premier lieu? On réagit avec nos émotions. Et nos émotions, elles nous poussent plutôt à rentrer dans un processus de jugement parce qu'on se sent spolié. Or, pour pouvoir pardonner, pour entrer dans ce processus de pardon, on a besoin de comprendre. Comment on va comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, rentrer dans un processus de compréhension pour pouvoir pardonner? Ça signifie qu'on va plutôt revenir aux faits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous donner un exemple, c'est le même exemple que j'ai donné lors du live. Quand une femme ou un homme a été trompé par son conjoint, quelle est la première question qu'il ou elle lui pose? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que notre cerveau, il veut comprendre. Comment dirais-je, au-delà de l'état émotionnel dans lequel on se trouve dans ce cas de figure-là, notre cerveau, il veut comprendre pourquoi notre conjoint ou notre conjointe, il a fait ça. Et pourquoi on a besoin de comprendre pour pouvoir justement rentrer dans ce processus de digestion. Pourquoi on a besoin de comprendre pour pouvoir décider, au-delà du fait qu'on accorde le pardon, si on décide de donner, parce que pardonner, ça ne veut pas dire continuer par exemple dans une relation. Vous pouvez décider de pardonner à une amie qui a trahi votre secret, à votre conjoint qui a trahi votre intimité. Vous pouvez décider de leur pardonner, mais de passer à autre chose et de ne plus vouloir avoir de relation avec il ou elle. Ce processus de compréhension justement qui va vous aider de mise en perspective en prenant les éléments contextuels de ce qui a poussé l'autre à faire cela. Bien sûr, si l'autre, petite parenthèse, vous répond juste c'est de ta faute, c'est toi, tu m'as fait faire ci, tu m'as fait faire ça, c'est impossible. Ce n'est pas du tout, c'est pas ce qui va vous permettre de digérer la situation. Ce qui va vous permettre de digérer la situation, c'est de comprendre, entre guillemets, dans sa psychologie, si je puis dire, qu'est-ce qui a poussé cette personne à faire ça. Je vous donne un petit exemple au sein de l'exemple. Admettons, voilà, vous avez un ami ou une amie qui a trahi un secret que vous lui avez confié. Ce secret-là, peut-être était-ce
je vais vous donner un argument valable, hein, voilà, je ne vais pas vous partir dans les faux éléments de compréhension. Mais admettons, vous avez confié quelque chose de vraiment lourd émotionnellement à votre ami ou à un ami, et cette personne-là, en fait, c'était tellement lourd pour elle de garder ça, parce que ça la renvoie à quelque chose qui est en elle, elle s'est sentie le besoin d'en parler avec une tierce personne. Et je parie que si vous comprenez pourquoi cette personne-là n'a pas réussi à garder ça pour elle, parce que psychologiquement, émotionnellement, ça l'affectait trop, vous allez être beaucoup plus enclin à lui pardonner, parce que justement, le fait de comprendre ça, ça va en partie, en tout cas, ça va contribuer à vous rassurer sur sa bonne foi, si je puis dire, sur son honnêteté, sur sa sincérité. Vous allez voir qu'elle ne voulait pas vous causer du mal, en fait. Je vous donne un autre exemple. Vous avez appris que votre conjointe ou votre conjoint vous a trompé. Alors, il y a différentes manières, entre guillemets, de tromper une personne. Il y a des personnes qui considèrent que déjà parler à quelqu'un du sexe opposé, c'est tromper. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et généralement, l'aboutissement, c'est d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Si vous, par exemple, cette personne, donc votre conjoint, n'est pas pris sur le fait, mais voilà, un jour, il vous avoue sa faute, etc. Il vous dit, voilà, je me sentais mal, je faisais une dépression. Ça a rien à voir, bien sûr, ça n'a rien à voir avec toi. Je me suis sentie rabaissée au travail, j'ai eu besoin de compenser bon, ça nécessite bien sûr que cette personne-là mette son orgueil de côté et fasse un travail sur elle pour comprendre ce qui l'a poussé à avoir un comportement pareil. Encore une fois, le fait de comprendre que finalement ça n'avait rien à voir avec vous, par exemple, avec comment dirais-je, votre physique ou la qualité de ce que vous donnez dans l'intimité, si je puis dire, eh bien ça va vous permettre de comprendre, de digérer l'information. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez comprendre et pardonner que vous êtes obligé de rester dans la relation, de continuer avec votre ami ou avec votre conjoint. Le troisième point qui est important pour moi de partager avec vous, c'est cette idée qu'il ne faut pas accepter de chantage à l'éthique du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, comment dirais-je, quand on a été spolié par quelqu'un, trahi, etc., blessé, on peut être amené à entendre oui, mais si tu étais une bonne personne, si tu avais en toi de la maturité, si tu étais une bonne croyante, si tu étais un homme responsable de sa famille, tu n'avais pas envie de quitter tes enfants, eh bien tu me pardonnerais. C'est ça que j'appelle le chantage à l'éthique. C'est-à-dire qu'au lieu de vous prendre en charge émotionnellement quand vous avez été spolié, c'est-à-dire en vous rassurant, etc., en acceptant que vous avez des émotions quand vous avez besoin de pleurer, etc., et au lieu de rentrer dans cette prise en charge émotionnelle et dans cette prise en charge intellectuelle en parlant du pourquoi, du comment, en acceptant de répondre à l'autre, eh bien ce sont plutôt des personnes qui vont vous faire culpabiliser, comme si le pardon c'était bien sûr, le pardon, c'est une sagesse, mais comme si c'était à vous, en fait, de travailler, c'était uniquement à vous de travailler sur le processus de pardon. C'est ça, clairement, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Quand on vous fait du chantage comme ça, à un pardon que vous devez donner pour prouver que vous êtes une bonne personne, une bonne femme, un homme valeureux et tutti quanti, on n'est pas du tout dans un processus qui est positif et pertinent et durable dans le temps. Du coup, je vous conseille de refuser déjà ce chantage à l'éthique en disant juste stop, j'accepte pas que tu me fasses culpabiliser de cette manière, etc. Puisque, comme je vous disais, quand on a fait un tort à quelqu'un, j'allais spolier une des questions qu'on m'a posées dans le live, mais gardez ça dans un coin de votre tête, je vous dirai après. Quand on a fait un tort à quelqu'un, le but, ce n'est pas de faire culpabiliser la personne pour qu'elle vous pardonne. Le but, c'est de réparer le tort que vous lui avez fait. Comment vous allez réparer ? Je vais reformuler ce que je vous ai dit précédemment. Comment, autrement dit, là je vous ai parlé beaucoup de comment vous allez donner le pardon, mais comment vous faire pardonner. Vous allez accompagner la personne au niveau émotionnel pour vous faire pardonner. Vous allez faire, comme on dit, acte de repentance. Vous allez avoir un bon comportement. Vous allez être à son écoute. Vous allez répondre à ses questions. Vous allez jouer le jeu de la compréhension pour l'aider dans ce processus de pardon. C'est ainsi que vous allez augmenter vos probabilités de vous faire pardonner. Et enfin, la dernière chose à retenir que je voulais transmettre lors de ce live, c'était l'idée qu'il fallait pardonner pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner pour les bonnes raisons ? Je vais vraiment grossir le trait, mais on peut décider de pardonner
pour donner une bonne image de soi. Vous voyez, ça va, on va rendre, c'est directement lié au point précédent, ça je crois que j'ai oublié de le dire pendant le live d'ailleurs. C'est directement lié au point précédent. C'est-à-dire que si on vous fait culpabiliser et qu'on joue sur votre narcissisme, sur votre ego, en vous faisant passer l'idée que vous devez prouver que vous êtes une bonne personne, donc vous allez faire, entre guillemets, ce que j'appelle un faux pardon. Vous allez faussement pardonner. Et au fond de vous, vous allez continuer de pester. Vous allez subtilement dans le quotidien persécuter l'autre. Et c'est pas du pardon, ça, en fait. Parce que vous ne pardonnez pas pour les bonnes raisons, vous faites un pardon, je pourrais appeler un pardon narcissique, on va dire. Vous pardonnez pour votre ego, pour donner une bonne image de vous à vous-même, ou vous donner une bonne image de vous aux autres, à la personne qui pardonne, la personne qui est sage. Ce que je vous propose plutôt, c'est de pardonner pour faire vivre vos valeurs. Si vous pardonnez parce que ça fait partie de votre éthique que de tenter le pardon. Ça fait partie de vos valeurs, c'est un point important dans votre religion. Mais travaillez l'intention derrière le pardon. C'est vraiment la 4e chose que je voulais partager dans ce live. Alors, pour ce qui est des remarques très pertinentes qui me sont revenues suite au live, moi j'avais axé le live, pour être totalement honnête avec vous, j'avais pensé à ce moment-là seulement au pardon, au fait d'accorder son pardon et au fait de se faire pardonner. Et puis il y a une personne qui m'a dit comment on fait pour se pardonner soi-même. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Comment faire pour se pardonner soi-même? Eh bien vous savez, c'est un petit peu pareil. Au lieu de vous juger, rentrez dans un processus de compréhension. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet acte-là? Admettons, vous en voulez parce que j'ai n'importe quoi, vous en voulez parce que voilà, quand vous rentrez, comment dirais-je, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, vous vous mettez à pleurer et vous n'arrivez pas à vous pardonner de vous mettre à pleurer ou de crier, d'avoir des réactions excessives et vous vous en voulez grave de vous comporter comme ça quand vous avez un conflit avec quelqu'un parce que par exemple ça vous fait perdre toute votre crédibilité. Essayez au lieu de vous fustiger, de vous autoflageller, demandez-vous pourquoi vous avez ce type de réaction. Rentrez dans le processus de compréhension, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir dépasser l'émotion et rentrer dans le processus de rationalisation. Admettons, je dis n'importe quoi, vous êtes un homme comme ça, vous partez dans des colères, vous cassez des choses, vous faites peur à votre épouse, etc. Bon, ça peut être le cas aussi pour une femme. Et puis voilà, quand vous essayez de vous poser la question, mais pourquoi je réagis comme ça? Et là, vous vous dites, bah en fait, quand je creuse un petit peu, mon père, il faisait ça aussi. Ou ma mère, elle faisait ça aussi. Et du coup, j'ai pas appris une autre manière de gérer le conflit. Ou alors, vous vous dites, en ce moment, j'ai grave du stress au travail. Et ce stress, j'arrive pas à aller au-delà parce que voilà, il y a des problématiques au travail que j'arrive pas à régler et du coup, je me lâche sur mon conjoint ou ma conjointe parce que je suis en confiance avec elle, pardon, ou avec lui. Voilà, donc l'idée de se pardonner à soi, c'est aussi de rentrer dans ce processus de compréhension versus le jugement. Également, on m'a posé la question, quelles sont les conséquences du fait de ne pas pardonner? Alors, les conséquences préjudiciables, souvent dans le fait de ne pas pardonner, la personne qui m'a demandé ça, elle décrivait justement que souvent, il y a plusieurs professionnels de la santé, alors j'imagine ça devait être des ostéos ou des chiropracticiens, parce que souvent c'est eux qui sont en mesure de voir les affects psychologiques sur le corps, et là je vous spoil un peu la réponse, lui avait dit que voilà, elle avait des tensions dans le cou, si ma mémoire est bonne, et puis dans un autre endroit du corps que j'ai oublié, excusez-moi. Et le fait d'avoir ces tensions là, ça révélait le fait qu'elle n'ait pas pardonné. Autrement dit, conséquence du non-pardon, eh bien des conséquences psychosomatiques, c'est-à-dire que comme votre esprit n'arrive pas à digérer l'information, vous avez des maux MAUX physiques. Mal au dos, enfin voilà, je suis pas spécialiste hein, pour comment dirais-je, comment le pardon rejaillit sur le corps, mais je crois savoir par exemple que quand on a beaucoup de colère, si par exemple vous n'avez pas fait ce processus de pardon et que vous avez beaucoup de colère, il me semble que c'est le foie qui est affecté, tout ce qui est émotion, etc., foie, vésicule biliaire. Bon, je fais un petit clin d'œil à Yasamine Chaouki, qui est chiropracticienne, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs sur la question. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre son compte Instagram, qui est plein de qui est plein d'humour et plein de bonnes ressources. À contrario, quels peuvent être les bienfaits du pardon? Comment le fait de pardonner, ça peut nous apporter une plus-value dans notre vie? Eh bien, je dirais de manière très simple que le fait de pardonner, ça nous permet d'arriver à un certain
état d'esprit apaisé en fait. C'est le fait de ne plus avoir, comme je vous disais tout à l'heure, cette colère, cette tristesse, de ne plus avoir ce dossier ouvert dans votre esprit de pourquoi elle m'a fait ci ou pourquoi il m'a fait ça. Et du coup, ça vous amène à un certain apaisement dans votre vie. Je pense que c'est vraiment le bienfait principal du pardon. D'ailleurs, si vous voyez d'autres conséquences du fait de ne pas pardonner ou d'autres bienfaits du pardon, eh bien n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Il y a une personne aussi qui m'a posé la question de comment dirais-je, comment on peut se positionner vis-à-vis des fausses excuses. C'est-à-dire, c'est une personne qui vous porte un préjudice, qui vous cause un préjudice, qui s'excuse mais qui fait que recommencer. C'est ce qu'on appelle des fausses excuses, parce qu'on va dire quelqu'un qui regrette sincèrement, a priori, n'est pas amené à recommencer toutes les semaines ou tous les jours la même erreur. Donc là, c'est vraiment. Est-ce que du coup, ces excuses-là, elles participent du processus de pardon? Non, parce que effectivement, et ça va m'amener sur le point suivant, on a besoin de vérifier la sincérité des excuses. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de prendre en charge émotionnellement la personne implique évidemment, tellement c'est évident, d'ailleurs j'ai oublié de vous le rappeler tout à l'heure alors que c'était dans les choses à retenir en filigrane, évidemment quand vous causez un préjudice à quelqu'un, eh bien si vous voulez vous faire pardonner, il faut présenter des excuses sincères. Et que la personne en face de vous elle ait besoin de vérifier votre sincérité dans vos actes du quotidien, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la confiance a été trahie. Et quand la confiance a été trahie, certes on peut décider de pardonner et puis de donner une autre opportunité à l'autre, mais on a besoin de vérifier que voilà, cet acte de repentance, ces regrets étaient sincères. Donc oui, c'est normal, parce que la personne me demandait si c'était normal d'avoir besoin de vérifier la sincérité des excuses. Oui, c'est normal. Également, on m'a posé la question de est-ce que c'était normal. Alors souvent, vous voyez, les gens s'interrogent sur leur actions sont légitimes ou pas. Est-ce que c'est normal d'avoir de la froideur, de ressentir de la froideur quand on a été blessé? Et ma réponse elle a été la suivante, oui c'est normal. On pourrait dire c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que quand on a été blessé dans ses sentiments, on va mettre une distance émotionnelle pour pouvoir se préserver par la suite. C'est un mécanisme de défense qui peut être très utile, parce qu'ils ne sont pas toujours là pour nous pourrir, les mécanismes de défense, pour vous permettre en fait vous de prendre du recul et de gérer votre blessure et de mettre de la distance avec les autres pour ne pas prendre le risque d'être blessé alors que vous êtes encore blessé. Vous voyez l'idée. Il y a une personne aussi qui m'a demandé, qui nous a parlé du fait qu'elle avait trahi son conjoint et elle voulait savoir si ce conjoint-là la pardonnait, s'il était possible de continuer le couple, de repartir sur de bonnes bases. Et je lui ai répondu que oui. Si elle avait joué le jeu au niveau émotionnel et au niveau des questions, etc., eh bien, je vois pas pourquoi en fait ça ne serait pas possible. Donc oui, c'est possible de continuer avec un conjoint que vous avez trahi, s'il vous pardonne, s'il rentre dans le processus de pardon et que vous l'accompagnez en cela. Je lui avais proposé, voilà, je lui avais dit vraiment qu'il fallait qu'elle l'aide en se rachetant et en lui expliquant, si je vous le dis autrement, ses actes. On m'a posé la question aussi, on a amené cette réflexion que j'ai trouvé aussi, toutes les réflexions de toute façon elles étaient vraiment super pertinentes. Est-ce que le fait de trouver des excuses, c'est comprendre la personne qui nous a fait un mal, et est-ce que le fait de trouver des excuses, ça nous rendrait pas vulnérables aux personnes qui sont mal intentionnées? Alors, comprendre, expliquer, c'est absolument pas trouver des excuses. C'est-à-dire que quand vous trouvez des excuses, vous légitimez l'acte. Vous dites oh mais le pauvre, oh mais la pauvre, oh là là, enfin vous voyez, en fait ça a rien à voir avec un processus où vous ramenez des faits concrets, etc. C'est enfin voilà, comme on dit, trouver des excuses, c'est genre bon, c'est pas trop grave en fait. On amoindrit un peu ce qui s'est passé, on banalise l'acte. C'est pas oui t'abuses, voilà. Enfin vous voyez, les gens qui se trouvent des excuses, c'est un peu ça en fait pour pas reconnaître leur responsabilité. Alors que le processus de pardon, pour pouvoir faire un bon processus de pardon, il faut pouvoir que chacun prenne sa responsabilité. Et quand on trouve des excuses, en général, on n'est pas du tout dans la responsabilisation. Donc du coup, oui, carrément, le fait de trouver des excuses, ça vous rend extrêmement vulnérable aux personnes qui sont pas bien intentionnées. On m'a posé aussi la question de savoir comment on peut expliquer le fait que parfois la personne ne reconnaisse pas le tort, le préjudice qu'elle vous a fait subir, ou qu'elle ne vienne pas s'excuser. Alors là, je disais,
c'est assez simple, je pense. Ah bon, bah bien sûr, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas tout noir, mais les deux propositions que je peux vous faire par rapport à ça pour expliquer le fait que la personne pourquoi elle vient pas reconnaître le tort qu'elle vous a fait ou qu'elle vient pas s'excuser, bah c'est de un, la plupart du temps c'est parce qu'elle est trop orgueilleuse, c'est-à-dire que le fait de de pas pouvoir reconnaître une vérité, bah ça fait mal à souvent c'est parce que ça fait trop mal à l'ego de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. L'orgueil en prend un coup, c'est absolument pas de la fierté, hein, petite parenthèse, c'est pas ça la fierté. L'orgueil, je répète, en prend un coup. Ou alors, souvent, ce sont des personnes qui ont trop honte d'elles-mêmes et qui se punissent en fait en ne venant pas vous voir parce que plus ou moins consciemment, le fait de ne pas venir vous voir pour vous excuser, eh ben, c'est une manière de saboter en fait la relation. Et du coup, la personne m'a demandé conseil sur comment faire quand on est face à une personne qui non seulement est orgueilleuse, mais en plus qui vous porte préjudice à de nombreuses reprises. Bah, ce que je conseillerais, c'est au plus facile une distance géographique, si je peux dire ça comme ça, mais surtout une distance psychologique et émotionnelle. C'est-à-dire, c'est sûr que quand vous avez des obligations, par exemple familiales, que là on parle de vos parents, par exemple, ben, parfois, selon les cultures, etc., il est difficile de couper, si je peux dire ça comme ça, avec ses parents parce que voilà, c'est mal vu au niveau de l'éthique, des valeurs, etc. Donc là, la distance géographique va être compliquée. Par contre, la distance psychologique et émotionnelle va être plus abordable. Et ça veut dire quoi en fait prendre de la distance au niveau psychologique et notamment au niveau émotionnel. Ben notamment, ça va être le fait de réduire, si je peux dire ça comme ça, en tout cas de travailler sur les attentes que vous avez vis-à-vis de ces personnes-là d'une part, et de l'autre de faire, si je peux dire, le deuil d'un espèce d'idéal en fait relationnel et vraiment d'accepter si je peux dire ça comme ça, la relation telle qu'elle est. Bon voilà, vraiment là je vous dis de manière très succincte, hein, mais ce sont des choses qui se travaillent, comment dirais-je, qui nécessitent beaucoup plus de profondeur pour être acquises. On m'a posé aussi la question de savoir, ou alors c'était quelqu'un qui a fait la remarque, puis je crois que j'ai rebondi là-dessus, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et j'ai trouvé que c'était intéressant de se poser la question de finalement pourquoi dit-on, pourquoi le pardon est une sagesse en fait. Et alors ma proposition c'est que en ce que le pardon représenterait justement un processus de réflexion, de compréhension, de mise à distance, et que justement derrière c'est une réflexion qui en est sous-jacente, eh bien le pardon, j'imagine à mon sens, le pardon est une sagesse de ce point de vue-là en fait. C'est pas un truc comme ça, hop, vous claquez des doigts, vous pardonnez. C'est vraiment se dire que c'est le fruit d'un processus de pensée, de réflexion. Voilà. Alors encore une fois, je m'excuse hein, de ne pas avoir été assez rapide pour brancher mon téléphone et d'avoir perdu le live originel. J'ai vraiment j'ai pris le temps cette semaine de vous faire ce petit résumé de live pour que vous puissiez non seulement profiter voilà des 4 points dont je vous ai parlé, à savoir là, je vous les répète si vous avez besoin comment dirais-je, les conscientiser à nouveau. Donc, c'est l'idée que pardonner, ce n'est pas oublier, que pour pardonner, on doit entrer dans un processus de compréhension et non pas dans une attitude de jugement, et que vous devez refuser en fait le chantage à l'éthique entre guillemets du pardon, parce que c'est de la manipulation et qu'il fallait pardonner pour les bonnes raisons. Que c'était pardonner pour les bonnes raisons. Si je vous la fais courte, c'est le fait de pardonner pour faire vivre ses valeurs, son éthique, sa morale, et non pas dans une démarche narcissique qui consisterait uniquement à se donner une bonne image de soi. Alors non seulement je voulais voilà vous retransmettre ces 4 choses que je voulais transmettre pendant le live, et je voulais, puisque c'est la grosse plus-value des lives participatifs, vous partager avec vous les comment dirais-je les questionnements voilà que nous avions partagés. Alors bien sûr ma mémoire ne m'a pas permis de me souvenir de tous les commentaires qui ont été parce que vous avez été je crois on était plus de 100 lors de ce live. Donc voilà, je n'ai pas la capacité de me souvenir de tout. Donc voilà, j'ai fait vraiment tout de suite, j'ai pris des notes pour pouvoir partager ça avec vous. En tout cas, sachez que j'ai mis au point 2 programmes qui sont gratuits pour vous aider justement à faire un travail sur vous-même et à comprendre la psychologie. Donc le premier justement, c'est un programme par mail qui est quasi quotidien qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée, le comportement humain. Donc c'est un programme quotidien, vous pouvez trouver quasi quotidien, dont vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Et le deuxième programme est un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi, donc où je vous donne 3 stratégies pour commencer, pour poser les bases de votre estime, voilà, de votre travail sur vous, donc estime, etc., confiance, assurance.
vous puissiez poser ces bases-là. Voilà, en tout cas, si vous pensez que ce résumé de live puisse être utile à une autre personne, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des réflexions par rapport au pardon, si vous voyez d'autres stratégies qui peuvent être utiles, ben, n'hésitez pas à nous les mettre, partager avec nous en commentaire. Et d'ici le prochain live de dimanche, d'ailleurs, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram Émilie Antoine parce que toutes les semaines, comment dirais-je, c'est vous qui choisissez en fait le live, je fais un sondage et puis après on choisit par tirage au sort et en général le live participatif, donc participatif parce que je viens avec comment dirais-je, des conseils, des stratégies, etc. Mais aussi on co-construit ensemble le contenu, il a lieu tous les dimanches, voilà. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt, bye bye.